Bonsoir à toutes, mesdames et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous avons le mérite de retrouver ce soir Madame Irène Ben-Simon, thérapeute, psychothérapeute et thérapeute de couple, pour un chiour sur comment trouver les forces de vivre sa vie. Donc merci beaucoup Myriam d'être avec nous. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre les vidéos, que j'ai pas l'impression de regarder un écran noir ou de me parler à moi-même, l'un des deux. Vraiment, merci beaucoup, Élodie, de m'avoir invitée. Ça fait longtemps voilà, que j'ai pas fait de Zoom. Donc, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, pourquoi ce titre? Parce que je remarque beaucoup, enfin souvent, en consultation, c'est un petit peu, il n'y a pas que ça comme souci, mais c'est le souci que je rencontre beaucoup. On est dans sa vie, mais on a l'impression qu'on ne correspond pas. On a l'impression qu'il y a il y a comme un bug, il y a comme un décalage entre ce que l'on se sent capable de faire et ce que l'on a à vivre. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, alors c'est le moment de donner ce cours parce que oui, il y a des solutions, il y a des méthodes, il y a j'ai envie de dire, des stratégies de pensée qui peuvent nous aider à mieux faire face aux défis de la vie. Et oui, la vie, elle ne nous laisse jamais tranquille, il y a toujours des nouveaux événements et on ne peut pas tous les prévoir. Et on a souvent beaucoup de mal avec l'incertitude, avec le fait de ne pas savoir, et donc de pas savoir ce qui va arriver, je veux dire. Et donc, beaucoup me disent non, en fait, je veux tout contrôler. Et si je n'arrive pas à tout contrôler, ça me met en stress. Et le fait de me mettre en stress va me créer des grosses tensions, forcément. Et ça va, au contraire, au lieu de m'aider, ben, je vais faire tout mal, en fait. Et quand, en fait, on voit ça, enfin, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi la personne réagit comme ça, parce que pourquoi on est dans le contrôle? Parce que le contrôle nous permet de nous rassurer. Ça nous donne l'illusion que finalement, on est capable de gérer la situation. Enfin, ça nous donne, j'ai bien dit l'illusion, parce qu'en réalité, on ne peut pas tout contrôler. Très peu de choses sont dans nos mains. Très, très, très peu de choses sont dans nos mains, vous l'avez remarqué. Et l'humain déteste se sentir impuissant et déteste sentir qu'il n'a pas de maîtrise sur la situation. Donc, on se donne l'illusion à chaque fois. Les gens qui sont dans le contrôle essayent au maximum de tout prévoir, de tout planifier et ont horreur et détestent les surprises pour pouvoir mieux faire face à la situation. Mais le problème, c'est que quand une situation imprévue arrive chez quelqu'un qui est dans le contrôle, bah, malheureusement, c'est pas que ça l'aide, le comble, parce qu'on se dirait, mais ah ben non, tu vas réagir comme ça, donc ça va t'aider, mais en fait, même pas. Ça n'aide pas parce que finalement, l'imprévu en lui-même, en soi, est un élément difficile à gérer. Alors, comment on fait finalement? Puisqu'on ne peut pas maîtriser, on est impuissant, ça c'est un fait, on n'est que des êtres humains. Comment on gère et comment aussi on arrive à assumer sa vie alors que finalement, la vie, on essaye de lui donner une direction, bien sûr. Enfin, c'est pas on essaye, il faut lui donner une direction, sinon ça n'a plus de goût non plus. Mais comment on fait pour sentir que on assume malgré tout nos responsabilités? Comment on fait pour sentir qu'on est en phase avec ce que l'on vit? Comment on fait pour être aligné avec ce que l'on vit alors que on n'a pas grand-chose, enfin, on a l'impression quand même de ne pas avoir grand-chose dans les mains. Vraiment, vous êtes là, parce que j'ai vraiment l'impression d'être seule et de parler toute seule. Ça me fait très bizarre. Élodie, t'es là, toi? Non, je n'ai pas remarqué. Bon, j'ai l'impression que... Bon, c'est enregistré de toute façon. OK. Alors, ouais. Bon, s'il y en a une qui veut bien mettre son... Ah, il y a un petit pouce. Super, merci. Je sais pas, ça me donne une impression bizarre. D'habitude, je sais pas, ça fait un truc différent. Ah, merci. OK. Alors, je continue. Comment on fait pour gérer et assumer les responsabilités au quotidien quand elles sont, souvent c'est ce que je rencontre ça aussi en séance, et on me dit mais ça me dépasse. C'est-à-dire je sens que oui j'ai des choses à faire, on m'attend au rendez-vous, mais je sais pas, moi personnellement je me dis mais je suis trop petite pour assumer tout ça. Donc comment je peux faire pour assumer tout ça? Comment je peux être réellement genre positive, constructive, y arriver? C'est facile comme ça de le lire sur le papier, mais concrètement, on fait comment? Et puis aussi, quelque part, quand on devient un adulte, on n'a pas forcément conscience qu'il y a notre vie, il y a ce qu'on vit soi-même avec sa vie et à gérer. C'est un peu comme une construction permanente qu'on doit faire. Et puis, il y a les événements extérieurs. Extérieurs, intérieurs, j'ai envie de vous dire, mais par exemple, l'actualité, qui est quand même
très, très perturbantes. Et en plus, aujourd'hui, enfin, cette semaine, on est dans une tension permanente en ce moment et on reçoit de très mauvaises nouvelles, malheureusement. Et on en reçoit des bonnes, mais il y en a aussi beaucoup de mauvaises. On est, depuis le 7 octobre, on a l'impression d'être comme dans un train, je dirais, si je pouvais donner une métaphore, où il y a des turbulences, ou dans un avion, je sais pas, il y a des turbulences et on se dit à chaque fois, mais comment je vais tenir après ça? Mais comment je peux tenir après ça? Et puis comment c'est terrible ce qu'on entend et c'est terrible ce qu'on vit, et est-ce qu'on va pouvoir surmonter encore, et encore des malheurs, et encore des mauvaises nouvelles, et encore, il faut se relier à la foi, mais il y a des moments, on a mal, tout simplement, on en pleure. Donc en fait, ça agit sur notre morale, ça agit sur notre quotidien. Mais nous, on a un rôle à jouer dans notre vie propre, on va dire individuelle, mais on est lié au collectif. Et dans le collectif, c'est pas toujours tout rose. Et quelque part, c'est comme si enfin, que j'entends ça aussi, hein, je vous dis des choses que j'entends quand je dis ah, mais on pense ci, on pense ça, c'est souvent parce que je l'entends beaucoup. Euh, on se dit, mais attends, mais on m'avait pas prévenu. Moi, j'ai pas signé pour ça. Je savais pas que c'était si dur de vivre tout ça. J'étais pas au courant. Quand j'étais un enfant, j'étais quand même protégée. Bon, je dis pas que tout le monde est protégé, mais bon, dans la plupart des cas, on essaie de protéger les enfants quand même. Et c'est plus ça d'ailleurs. Et là, d'un coup, j'ai comme une vague où tout me tombe dessus. J'ai l'actualité qui est ingérable. J'ai je sais pas, le travail, les enfants, le mari. On met notre tête où et on gère comment tout ça en fait. C'est comme des vagues qui arrivent sans arrêt, des tsunamis parfois même. Et moi, je dois rester droit dans la tempête. Mais on m'a jamais montré comment je devais faire pour rester droit dans la tempête. On m'a jamais appris tout ça. Donc je fais comment, je gère comment, je m'appelle comment dans tout ça, je fais quoi? Et c'est ça aussi toute la difficulté finalement de la vie, c'est de réussir à gérer, même quand il y a énormément finalement de bouleversements émotionnels. Et comment on fait pour rester droit, oui, dans la tempête, parce qu'on doit avoir un mental fort. Elle, Malassotte, et plus, j'ai envie de dire, le temps passe, enfin, plus on grandit finalement et plus on avance dans l'âge, plus les défis sont grands aussi. Parce que les enfants grandissent, comme vous avez souvent entendu certainement cette expression quand on a les bébés qui pleurent tout le temps, alors on nous dit ah mais non, mais petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Et toi, tu es là déjà, tu dors pas les nuits, t'es crevé, t'en peux plus. Et là, tu entends ça, tu dis pardon, genre de quoi tu parles là? Enfin, ça va être pire après. Moi, je croyais que c'est bon, il allait grandir, il allait faire ses nuits et j'allais pouvoir respirer. Là, tu es en train de me dire que ça va être pire. Mais non, mais tu peux pas me dire ça. Déjà comme ça, je me noie. Et, et en fait, toute la problématique est là aussi. Si je commence à regarder comme ça, je m'arrête 2 minutes et je regarde, je peux arrêter sur image et je regarde ma vie, je regarde la vie de façon générale, je peux me dire, waouh, c'est quand même beaucoup. C'est quand même énorme. Et est-ce que moi, je vais être capable de gérer? Alors, sachez une chose qui est très, très forte, très intéressante, c'est que quand on est mal soi-même ou quand la vie nous semble vraiment dure, mais quand on n'arrive vraiment pas à y faire face et quand on n'arrive vraiment pas à assumer nos responsabilités, eh bien, c'est là qu'on va se poser tout un tas de questions et on va se dire, mais comment c'est possible, on ne m'a pas prévenu, et on va soulever toutes sortes de problématiques que quand on va bien, finalement, et quand on arrive à assumer, on ne va pas se les poser ces questions. Pourtant, on va assumer des mondes, d'accord? Mais on ne va pas se les poser. On se les pose ces questions si vous vous les posez trop souvent. Alors, c'est qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur de soi. C'est qu'effectivement, on ne va pas bien. En fait, tout simplement, c'est qu'on ne va pas bien. Parce que quand ça va, ils sont là. En fait, les problèmes sont quand même là, mais on les voit beaucoup moins. Parce qu'on se sent capable d'assumer, on s'en sent capable de gérer. Vous me suivez ou pas? Je recommence. Parce que c'est une notion importante. Si je commence à me poser vraiment beaucoup de questions, trop de questions, c'est que je vais mal. D'accord? Si je n'en pose pas, pardon, c'est pas que je suis bête, non. C'est juste que comme je gère, en fait, les questions n'ont pas lieu finalement. Elles n'ont pas elles n'arrivent même pas. Elles n'arrivent même pas. D'accord? Pourtant, c'est pas en fait, si vous voulez, c'est pas le degré de la difficulté qui détermine euh, ma façon d'affronter la vie ou pas, enfin, mon taux d'affrontement, je veux dire, ma capacité d'affrontement, c'est plutôt, c'est pas ça qui est déterminant, c'est le moment où je vais me poser des questions veut dire, ça veut dire que ça va pas, mais ça veut dire que je peux avoir, par exemple, je vous prends un exemple, je peux avoir un petit problème aux yeux des autres, et pour moi, ça va être une montagne. Et je peux avoir vraiment une montagne, et même aux yeux des autres, on va se dire, waouh, tu supportes tout ça, comment tu fais? Vous voyez, je pense qu'on en connaît tous, des gens qui ont des épreuves terribles dans leur quotidien ou dans leur vie, et vous dites, comment c'est possible qu'elle gère tout ça sans. Et elle a le sourire en plus. Et elle me dit bonjour avec un grand sourire. Et comment c'est possible? Parce qu'elle ne le voit même pas, parce qu'elle gère. Ça, c'est pas un problème pour cette personne. Vous voyez, c'est pas un problème pour elle. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser
à une personne que je suis, c'est une grande sadéquette, Mamache, je suis grande sadéquette, et je me suis exactement fait cette réflexion. En fait, euh, elle a une vie très compliquée, mais elle la gère. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs enfants handicapés, elle a perdu son premier mari, elle se remarie, et là, elle se resépare, malheureusement. Et quand elle me parle, voilà, elle veut que je suive un de ses enfants, elle m'a pas, enfin, c'est pas, elle me dit avec un grand sourire, bah, c'est mieux que ça s'arrête comme ça, c'est plus facile. Et là, en fait, elle est alignée malgré tout. Ça veut dire que c'est pas le degré de la difficulté qui détermine si je vais être mal ou pas. C'est plutôt, est-ce que moi, je me sens capable de gérer ma difficulté ou pas? Moi, comment je me sens par rapport à la difficulté? Vous voyez l'idée? C'est vraiment pas la difficulté. Par contre, des fois, de l'extérieur, on va se dire, oh, mais face à telle difficulté, mais moi, je me serais écroulée. Oui, peut-être toi, mais l'autre, non. Parce que l'autre, il a d'autres corottes, il a d'autres forces qui lui viennent d'ailleurs, du ciel, certainement. Pour le cas de cette personne, c'est sûr. Mais, mais elle a une force intérieure qui lui permet de gérer sa vie. Et donc, elle ne se pose pas de 100 000 questions. Et elle ne se dit pas, est-ce que je suis capable, pourquoi je ne suis pas capable, est-ce que je suis capable? En fait, elle ne vient même pas parce qu'elle est capable. En fait, quand on est capable, on ne s'en pose pas. Vous voyez? C'est important. Mais, alors maintenant, ce que je veux qu'on voit ensemble, qui peut nous aider à toutes au quotidien, parce qu'on a quand même des moments, des fois, c'est par vague. Surtout la femme, elle marche par vague, on va dire, au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je vais pas me poser de questions, tout va aller bien, et puis il y a des moments de creux de la vague. Comme on dit, je suis au creux de la vague, je me dis, mais ouais, mais je porte tout ça sur mes épaules, mais c'est trop dur. Donc, quand je me pose ces questions, c'est que j'ai besoin de retrouver une stratégie pour retrouver mes forces. Et c'est ça que je veux qu'on voit ensemble ce soir. Comment on fait pour retrouver nos forces quand vraiment on sent que c'est trop, qu'on est au creux de la vague et que ça nous dépasse. Alors attention, il y a des moments où aussi on sait qu'on est au creux de la vague et que ça va passer. On sait dans certaines périodes du mois ou après un accouchement ou certains moments. Voilà, là on sait que ça va être un petit peu un moment sensible pour nous et on peut se dire, bon, ok, aujourd'hui je ne vais pas bien, là, 2, 3 jours, ça ne va pas le faire, mais je sais que ça va reprendre. Ok. Mais il y a aussi des moments où c'est plus que ça, où ça dure plus longtemps que 2, 3 jours, on sent que vraiment ça s'installe, le mal-être s'installe, les questionnements continuent, s'installent enfin, et fleurissent même, malheureusement. Et là, on peut vite perdre le fil, se noyer et plus savoir où on en est. Alors que si on sait l'arrêter, on peut remonter plus vite. Donc c'est ça que, justement, encore une fois, je veux qu'on voit ce soir, vraiment. J'ai essayé, voilà, de vous prendre les mécanismes, comment on va dire, même à travers ce que j'entends et à travers moi aussi ce que je vis, mon expérience de vie, j'ai envie de te dire, de prendre une vraie stratégie, entre guillemets, de combat, pour que quand on se sent mal dans sa vie ou qu'on n'arrive plus à assumer certaines responsabilités ou qu'on se pose trop de questions, qu'on puisse retrouver un peu le fil, la connexion à nous-mêmes qui nous aide à gérer notre quotidien, à gérer notre vie, mais avec le sourire. Et le truc, c'est que oui, c'est tout un art de le gérer avec le sourire parce qu'on peut aussi voir des gens qui gèrent leur vie, qui assument leurs responsabilités, mais il y a plusieurs façons d'assumer nos responsabilités. Il y a la façon, je l'ai fait, j'agis, mais je subis. Et en fait, le mode subir, en fait, ne peut pas nous aider à nous agrandir vraiment, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et quand même, j'ai envie de dire, notre rôle ici, surtout en tant qu'être, mais aussi en tant que membre du peuple juif, c'est quand même de dévoiler la lumière, donc d'être un transmetteur de lumière, un diffuseur de lumière. Donc, oui, parce qu'on a un rôle à jouer vraiment, on est le peuple enfin, le peuple élu, le peuple de Dieu, le peuple qui a la Torah, donc on a un rôle à jouer. Donc on est, enfin, pas envie de dire obligé, parce que justement, j'allais parler de cette idée d'obligation et de devoir à chaque fois. Donc, on doit sortir du mode subi. Quand on n'est pas dans le mode subi, quand on est vraiment à l'aise avec ce qu'on vit, alors là, on est dans une bonne énergie et là, on peut redonner et on peut porter des mondes sur soi, on ne le sent même pas. Mais quand on est en mode subi, waouh, tout est dur, tout est contrainte et on va le faire hein, parce qu'on est quelqu'un de responsable et d'engagé, mais on va le faire avec la lourdeur sur le dos et les épaules et ça va se sentir. Et finalement, ça ne va pas porter forcément du bon. C'est-à-dire, on se dit, bah, je l'ai fait. Non, parce qu'il y a l'action et il y a l'intention qu'on met dans l'action. L'action seule ne suffit pas. L'action polluée par des mauvaises intentions ne suffit pas non plus. D'accord? Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir des actions avec des bonnes intentions. Et plus je vais avoir les bonnes intentions, plus mes actions vont être différentes et plus mes actions vont être très productives et vont m'amener à mieux que ça. Et je vais me sentir moi aussi mieux avec mes actions. Et je vais même être capable de prendre d'autres responsabilités dans la joie. D'accord? Donc ça, c'est juste
énorme. Alors, comment on fait déjà? Premier grand titre pour pour sortir du mode subir, pour assumer nos responsabilités, pardon, dans la joie et donc trouver la force d'assumer notre vie. Donc, encore une fois, je reviens vite fait dessus, mais on peut se dire, assumer ma vie, mais c'est normal, c'est quelque chose de normal. Ben non, non, c'est pas si normal que ça et c'est pas si facile que ça. On nous l'a peut-être vendu comme ça, entre guillemets, d'enfants. Parce que c'est drôle, mais je vois mes filles, elles sont là à me dire, même celles de 10 ans, ah, mais moi, quand je serai grande, j'aurai tant d'enfants et j'aurai une maison comme ci, et j'aurai ça comme ça. Et je me disais, quand je les ai parlé, je les trouve trop mignonnes, mais je me dis, ah, si elles savaient, comme la réalité, elle est différente de ce qu'on croit et de nos rêves finalement. Il y a nos rêves et il y a la confrontation avec la réalité. Et la confrontation avec la réalité, des fois, elle fait mal. Et là, on se dit, mais attends, je savais pas moi qu'il fallait autant de force, mais je savais pas qu'il fallait faire autant d'efforts, mais je savais pas qu'il fallait autant de discipline, mais on m'a pas prévenu de tout ça. Et si on a de la chance, depuis qu'on est petit, on nous a éduqués comme ça. Et c'est pas toujours le cas. Et puis les parents eux-mêmes ne savent pas toujours comment s'y prendre. Eux-mêmes, est-ce qu'ils ont été vraiment disciplinés? Enfin, c'est tout plein de monde. On ne nous a pas donné de mode d'emploi concret. Enfin, je trouve, en tout cas, c'est pas très clair. À moins que, encore une fois, on apprend, on étudie, soi-même, on se renforce. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est pas tout le monde qui le fait et c'est pas tout le monde qui sait comment le faire. C'est bien d'avoir la volonté, mais il n'y a pas tout le monde qui va savoir où aller chercher pour trouver cette force et cette énergie. Bien qu'elle est là, elle sommeille en nous, il faut savoir l'exploiter, la prendre pour la faire passer du potentiel au réel. Alors, déjà, premier grand titre, j'ai envie de vous dire, la base de la stratégie, c'est d'abord de trouver le pourquoi. Pourquoi je veux, pourquoi j'ai voulu, par exemple, si c'est avec le mariage que j'ai un problème, pourquoi j'ai voulu me marier? Me relier à mon pourquoi. Et puis surtout, il y a deux sortes de pourquoi. On va les synthétiser comme ça. Il y a le grand pourquoi et il y a les minuscules pourquoi de tous les jours. Quand je me relie à mon grand pourquoi, qu'on va un petit peu plus détailler, vous allez mieux comprendre, alors mes petits pourquoi viennent plus naturellement et du coup, j'ai plus de sens à mes actions et donc j'ai plus de motivation. Mais d'abord, mon grand pourquoi, c'est quoi? Eh bien, ça part, oui, de l'enfance aussi, de mon idéal de vie, de ce que j'imagine dans ma vie, de ce que je veux, de ma volonté propre. On a tous des volontés différentes, des aspirations différentes. Et parfois, et d'ailleurs, on va se lier avec les gens qui ont plus ou moins les mêmes aspirations. Évidemment que je dis plus ou moins pourquoi? Parce qu'il y a des nuances. On est tous uniques, donc on va tous avoir des idées peut-être différentes. Mais dans l'ensemble, les grandes lignes, on va se lier d'amitié automatiquement et on espère aussi, on va se marier avec des personnes qui ont les mêmes aspirations inconscientes, les mêmes idéaux inconscients, la même bulle inconsciente. On va imaginer une bulle où dedans, il y a tous vos rêves. D'accord? Donc déjà, très important de le déterminer, ce rêve, j'ai envie de dire, cet idéal en fait. C'est plus qu'un rêve, c'est un idéal et c'est là où on veut arriver. D'accord? On a de façon générale, alors je vais vous dire pourquoi je vous dis de façon générale, on a de façon générale tous un idéal qui sommeille en nous et qui nous donne la direction de vie qu'on va prendre, qui nous donne l'envie d'avancer, qui nous donne cette vibration finalement où avancer. Et pourquoi je dis en général? Parce qu'on peut avoir aussi des petits blocages au niveau de notre idéal, ou des gros même blocages. Parce que d'où nous vient cet idéal? Bon, c'est encore un autre sujet, mais je vais vous dire quand même 2-3 mots là-dessus, c'est important. Mais ça ferait l'objet d'un autre cours parce que c'est vraiment important et intéressant. C'est qu'on a vous remarquerez sûrement qu'il y a des gens qui ont, comment on va dire ça, qui ont du mal avec leur idéal, que si vous leur dites, et d'ailleurs peut-être vous allez vous reconnaître, hein, évidemment, mais c'est quoi ton idéal? Ils vont réfléchir, on va tous réfléchir parce c'est pas toujours clair dans notre esprit. Et puis il y a des gens, ils vont se dire, je sais pas, non, je vois pas, je sais même pas trop ce que je veux, je sais même pas trop ce que j'espère, je sais plus ce que j'espère de la vie. Et, et là, c'est important bon, c'est un peu, je vous parle d'un travail thérapeutique, mais c'est important que je vous en parle vraiment parce que parfois, on n'a pas de réelle intention. On vit la vie de façon automatique et depuis tellement longtemps on n'a plus le goût. Et c'est là aussi qu'on peut tomber en dépression très facilement parce que notre idéal inconscient n'existe pas. Et il y a beaucoup de raisons, il y a de nombreuses raisons à ce phénomène-là. Ça peut être dû, je peux aller loin, mais j'ai eu ce cas il n'y a pas très longtemps en consultation, donc je vous en parlais parce que c'est un cas hyper intéressant. Mais très douloureux aussi, et vraiment, je souhaite à personne de vivre ça. Mais en fait, c'est une personne qui
qui venait me voir depuis quelques temps et qui n'avait pas qui a des tendances dépressives, mais c'est pas la dépression, genre, vous savez, ça aussi, il y a plusieurs sortes de dépression. C'est bizarre parce qu'à chaque fois que je dis un mot, j'ai envie de raconter plein de choses sur chaque mot, mais je peux pas. On va essayer de rester focalisé. Et puis surtout, voilà, c'est tellement de sujets en même temps. La psycho, c'est un grand puzzle, et donc on a envie de parler de chaque partie du puzzle, mais non. On va essayer de parler de une partie et de vous détailler certaines choses. En gros, cette personne, elle avait des tendances dépressives, mais ce qu'on appelle la dépression latente. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un faible niveau énergétique, qui est pas très enfin, qui est pas plein d'énergie, qui n'a pas beaucoup d'intention, qui n'est pas entreprenant, mais qui est comme si, de façon générale, elle est mal dans sa peau, quoi. Vous voyez? Mais elle vit. Elle assume quand même ses responsabilités, mais elle a du mal. Elle est en mode subi, d'accord? Et en fait, dans son finalement, ce que j'ai découvert avec cette personne, c'est que dans son inconscient, elle avait vécu elle-même en fait, dans sa tendre enfance, et même plus que ça. J'ai envie de vous dire, même au niveau de sa conception, quand elle a été conçue, cette personne, quand ses parents l'ont mise au monde et l'ont conçue, c'était des parents qui étaient dans la destruction, qui n'allaient pas bien, qui étaient tout le temps en conflit, qui ont d'ailleurs fini par se séparer, mais qui n'allaient vraiment pas bien. Ils n'avaient pas d'intention eux-mêmes de donner la vie. Et finalement, l'enfant, si vous voulez, dans son inconscient, le ressent quelque part. Et ce que je veux vous dire par là, c'est si, en fait, notre idéal, notre bulle à nous, ce qu'on est maintenant, et qu'on se dit, ah, moi, je veux arriver à ça, finalement, il vient de bien plus loin que ce que vous croyez parfois. Il vient pas parfois, sûr, il vient pas seulement de soi, il vient du projet même inconscient de nos propres parents, ou de ce que les adultes qui nous ont élevés ont mis en nous. Et des fois, bien sûr, souvent, ça arrive qu'on a besoin de guérir du projet de nos parents pour avancer, nous, dans notre vie. Et d'ailleurs, il y a un moment dans notre vie où on a besoin de se séparer du projet de nos parents parce qu'il y a nos parents et on les aime, on les adore, on les respecte, et ils nous ont donné la vie, et c'est une infinie gratitude qu'on leur devra, mais parfois, leur projet, il faut savoir faire la distinction entre leur projet de vie pour nous, et nous, notre propre projet. C'est très constructeur. Mais en tout cas, leur projet à eux, inconscient, va nous aider à nous trouver aussi, et va nous porter, et va nous donner de l'énergie. Mais quand le parent lui-même, les parents, n'ont pas de projet inconscient, très grave. Là, c'est un cas extrême dont je vous parle. Je sais pas la plupart des gens, heureusement, mais ça arrive. C'est pour, justement, je suis partie à un exemple assez fort pour que vous puissiez visualiser un peu plus ce que j'essaye de vous transmettre et que vous compreniez bien le sujet. L'idée, c'est ça. On doit avoir, enfin, quand on est en tant que parent nous-mêmes dans la vie, en fait, on le transmet inconsciemment à nos enfants. Quand nous-mêmes, on ne l'est pas, malheureusement, pour X raisons, alors on ne le transmet pas à nos enfants. Et ça, c'est beaucoup plus dur après pour l'enfant, pour lui à se retrouver, à construire, à trouver son idéal, son but et tout ça. Il va devoir faire un travail énorme de nettoyage intérieur et pour s'aligner lui-même. Voyez? Donc, je reviens maintenant à retrouver notre pourquoi et notre bulle inconsciente. Enfin, je l'ai appelée notre bulle, mais en fait, c'est notre idéal de vie. C'est très important de pouvoir le déterminer. Et justement, il n'y a pas longtemps, le Rav Ben Shetrit a perdu sa femme et que ça puisse, voilà, des paroles aussi qui les Ilou Nishmata, Mamash, que même si c'est une grande, grande femme, mais pas qu'elle monte encore, c'est très beau parce que le Rav Ben Shetrit a raconté que, par exemple, donc on sait que d'abord, c'est la femme du Rav Ben Shetrit, le Rav Ben Shetrit fait énormément de mitzvot, il fait énormément de cours, et ainsi de suite, et il a énormément de mérites. Mais sa femme, elle aussi, elle était sur sa mission. Donc déjà, d'avoir un mari pareil, ça lui apporte des mérites, évidemment, mais à part ça, elle a fait 12 enfants avec un mari très absent et a poussé toujours son mari à donner des cours et à donner à l'extérieur et à faire et à donner et à donner. Et il expliquait dans un de ses cours, il disait, elle avait un pourquoi très fort, ma femme. À partir de 12 ans, elle a fait tchouva et elle a dit, je veux aller dans une école juive et après, plus tard, elle a dit, je vais épouser un Kollelman et elle a réalisé tout c'est pourquoi. Mais vous voyez, ça a commencé vachement tôt, 12 ans. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça marche au niveau psychologique, c'est vrai. Ça commence très tôt, le pourquoi. C'est pas genre j'attends d'avoir 20 ans, 30 ans. Non, non, non. Nous, en tant que parents, on a un rôle à jouer avec nos enfants, à les aider à trouver leur pourquoi. Déjà, nous, en étant bien dans la vie, ça les aide énormément, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, même à leur conception, quand on est pleine de vie, automatiquement, ça le transmet à nos enfants. Et comment dire? Et donc, déjà, ce pourquoi remonte à très très loin. Donc, quand vous allez vous chercher votre pourquoi,
si vous commencez même à en faire un petit jeu, vous pouvez même vous dire, mais depuis quand je pense à ça? Depuis quand? Et vous allez voir que ça se trouve, c'est né de, ah, quand vous avez 7 ou 8 ans, vous avez vu une copine qui avait ça, et ça vous a donné envie de ça, et vous vous avez dit plus tard, moi aussi. Enfin, c'était pas vraiment conscientisé, mais maintenant que vous êtes une adulte, vous pouvez le conscientiser. C'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est vraiment se découvrir à l'intérieur, hein, vraiment, c'est passionnant. En tout cas, vous découvrez votre pourquoi, le grand pourquoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Qu'est-ce que vous attendez de vous-même? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Ça, c'est le pourquoi qui est de notre enfance. Et c'est drôle parce que je vous parlais de mes filles qui disent, voilà, moi, je voudrais tant d'enfants, non, non, je voudrais comme ça, je voudrais... Et qui disent, je voudrais faire tel métier, je voudrais... Ça, c'est le pourquoi. Leur pourquoi est en train de se former. Donc, en tant que parent aussi, petite parenthèse très importante, quand votre enfant vous donne ses rêves, vous confie ses rêves, surtout, silence. On n'est pas là pour les casser dans leurs rêves en disant, non, mais tu sais, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ouais, la confrontation avec la réalité, elle est dure. Elle est dure avec le pourquoi. Mais surtout, en tant que parent, on laisse l'enfant rêver. C'est très, très important et très bâtisseur, très constructeur. L'enfant a besoin de ça pour se construire plus tard. Maintenant, il y a notre rêve, évidemment, il y a la réalité. Et la réalité, elle est bien plus compliquée, finalement, que le rêve qu'on a tellement alimenté pendant toute notre enfance, finalement. Et quand on arrive à la réalité, et là, on se dit, mais, enfin, c'est pas qu'on se dit, on se prend des claques, automatique. Oui, automatique. Là, vous allez me dire, mais non, mais quand on est sûr, mais non, mais j'en suis sûre parce que c'est évident. On rêve de quelque chose sans avoir tous les tenants et les aboutissants à la base. Donc, forcément, il va y avoir un moment donné, on va se confronter à la réalité dans le sens où, par exemple, je sais pas, on a imaginé une maison comme ci ou comme ça. Ah, ben, on savait pas qu'en fait, il fallait prendre un crédit pour avoir une maison, il fallait bien travailler à l'école, enfin, il fallait avoir un bon métier, ou il fallait. Quand on est enfant, on ne sait pas tout ça. Par exemple, un truc tout simple. On ne savait pas que pour faire plein d'enfants, il faut avoir un chalabaït, il faut s'entendre avec son mari, il faut avoir un bon caractère, il faut qu'il ait un bon caractère, il faut qu'on sache se comprendre. Tout ça, on ne le voit pas. Tout ça, il n'est pas dans notre pourquoi, en fait. Et donc là, la confrontation avec la réalité. Et parfois, elle fait tellement mal qu'elle peut nous détruire notre pourquoi. Imaginez une bulle qui part en éclat. Waouh, elle vole en éclat. Et là, c'est le match vert. Ça veut dire ça nous casse. C'est-à-dire, on se dit, waouh, confrontation avec la réalité, mais en fait, j'ai rêvé. En fait, j'ai rêvé. Et donc maintenant que j'ai plus de pourquoi, j'ai plus envie. Et là, je peux me mettre très dangereux cette étape-là parce que je peux me mettre en mode je subis. Ça y est, il faut le faire, alors je le fais. Mais j'ai plus envie de rien parce que tout s'est cassé, tout ce que j'avais cru possible. La réalité m'a montré que c'était impossible. Alors non, j'ai plus envie maintenant de me battre. Pourquoi je vais me battre? Alors, très important. Une fois que j'ai déterminé mon pourquoi et que je me suis confrontée à la réalité et que je vois que c'est pas comme j'avais prévu, comme je vous disais au début, très important de redessiner mon pourquoi. Parce que oui, c'est pas comme prévu, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible d'arriver quand même à un idéal, à un fantasme. C'est très important de le nourrir encore quelque part ce rêve-là, parce que c'est lui qui va me donner la motivation au quotidien d'assumer mes responsabilités. Vous voyez comment tout se relie? Donc, si mon rêve s'est cassé en mille, bon, ça fait très mal, évidemment, mais ça ne veut pas dire que je dois rester là-dessus. Je peux encore le reconstruire. Donc, il y a de la vie, il y a de l'espoir, déjà. Mais à part ça, c'est juste me dire, attends, peut-être que j'étais partie trop loin dans mon rêve, mais que je peux reprendre certains éléments et, face à la réalité, le mettre en parallèle et voir ce qui est, oui, possible de construire. Qu'est-ce que j'ai, oui, dans les mains pour pouvoir construire ce que je rêve de construire ou ce que j'aimerais bien quand même construire. Même si je revois mon pourquoi, on va dire, entre guillemets, à la baisse. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est une étape très importante. Et puis ensuite, une fois que je l'ai faite, je vous le fais en cours, alors que ça peut durer très longtemps, hein, ça peut durer quelques mois, voire une année, voire 2 années. Hein. Mais c'est important de le faire et de le réaliser. Deuxième chose, je vous ai parlé des petits pourquoi. À partir du moment où j'ai déterminé mon pourquoi le grand, bien après, il y a tous les petits pourquoi. Par exemple, je dois cuisiner. Je dois cuisiner pour Shabbat. Ouais, je dois cuisiner. Le je dois, déjà, l'obligation, le fait de dire tout le temps, je dois faire ça. Je dois aller au travail. Je dois m'occuper des enfants. Bah, maintenant que j'en ai, il faut que je le fasse. Ah, je dois me marier. Je dois. Non, le je dois, il détruit déjà. Il empêche l'épanouissement, comment on pourrait dire, l'épanouissement, le fleurissement. Je ne dis pas le fleurissement, le côté fleuri de la chose, quoi, le côté joie de la chose. Pour retrouver la volonté, il faut se relier à je veux. Non, je ne dois pas cuisiner. Si je cuisine pas Shabbat, il y aura à manger, on ne va pas crever de faim. On est une génération, ça va, il y aura à manger dans le frigo. Mais je n'ai pas envie que mes enfants, ils mangent. Je peux aussi leur donner une pita avec du chocolat. Mais je n'ai pas envie qu'ils mangent ça, mes enfants. Je les aime, je veux qu'ils mangent bien, je veux qu'ils mangent sain, je veux qu'ils prennent des forces. Donc tu veux. Donc je veux. Donc plus je vais me relier à mon
pourquoi je fais les choses, et moins je vais avoir je dois dans ma bouche, et plus je vais retrouver de la motivation. De dire, je veux faire à manger, je veux que mes enfants mangent sain, je veux que mes enfants, ils mangent la pkeïla de ma mère, je veux, donc c'est marrant que je dis ça parce que je suis pas tunisienne, mais bref, je veux qu'ils mangent bien mes enfants, donc ça va me relier à ma volonté propre. J'ai presque envie de vous dire à ma volonté divine, parce qu'en fait, mon énergie, elle vient du divin. Et plus je vais me relier à ma volonté, plus je vais me sentir exister et plus je vais avoir envie de le faire et plus ma motivation va revenir et plus l'énergie va arriver. Et plus là, je vais avoir le sourire et je vais être capable et plus donc, je vais assumer mes responsabilités. Et donc là, je vais rentrer dans un cercle vertueux. Ça veut dire que plus je vais me relier à ma volonté, plus je vais agir en fonction de ma volonté. Plus je vais agir, plus je vais donc assumer mes responsabilités. Plus je vais assumer, plus je vais être fière de moi. Donc plus je grandis de ça. Et plus je grandis de ça, plus j'ai envie d'en faire encore. Donc plus j'en prends encore des responsabilités. Et plus je suis fière de moi, et plus je nourris mon estime de moi. Et en fait, on sait que plus on a nourri notre estime de soi, plus on a d'énergie. Ça se nourrit de lui-même finalement. Je n'ai pas tous les jours besoin de me poser. Alors, pourquoi, elle a posé la question, pourquoi je dois travailler? Pourquoi je dois. Non, non, j'ai pas le temps. Justement, il y a beaucoup de responsabilités. On n'a pas le temps de se poser 30 000 questions. On a besoin d'agir. Mais j'ai besoin une fois peut-être, si je sens en tout cas, quand je suis dans un moment de down, si je sens que je ne suis pas bien, alors de me relier au pourquoi et de faire tout ce petit travail-là, ce petit ou grand travail. Et ensuite, ça va venir en mode automatique, positif. D'accord et, et oui, et non, je voulais vous dire une chose sur le fait qu'on n'a pas le temps de se poser des questions. C'est parti. Bon, mais enfin, encore une fois, ces questions-là, je ne dois pas me les poser tous les jours, d'accord? Une fois que je les ai construites en moi, en fait, et qu'elles sont bien présentes et que je les ai bien répondues, alors mon énergie, elle va être là. Et je vais moins être dans le côté, oh, j'ai envie de dormir, mais pourquoi? Mon bébé ne me laisse pas dormir. Mais non, non, je vais me lever, je vais agir parce que ça y est, je suis là. Inénie, me voici, comme on dit à toi. Je suis là, je suis capable d'eux et je me sens capable d'eux et mes responsabilités ne me font plus peur. Je suis capable de me dépasser et je le vis même plus comme un dépassement. Je l'assume, je suis capable parce que mon énergie est est venue du fait que j'ai débloqué finalement ma volonté. Je suis en accord avec ce que je fais. En fait, c'est ça, je suis en accord et je suis dans ma volonté propre. Et là, c'est très important finalement aussi pour aider à bien comprendre, enfin à bien se relier à son pourquoi, à visualiser la personne qu'on veut être. La personne qu'on s'imagine être, même, faites-vous ce petit exercice, dans 10 ans, comment je m'imagine au niveau du travail, au niveau de mon couple, au niveau de ma vie de parent, comment je m'imagine. Et là, c'est intéressant aussi, parce que justement, cette semaine, j'ai une patiente qui me disait que j'avais suivi pour son couple, et ça allait beaucoup mieux, et ça y est, on n'avait plus de séance du tout, et là, elle reprend rendez-vous. Et elle me dit, ça y est, je retombe, là, ça va plus, ça allait super bien, ça retombe. Alors, maintenant, je la connais bien, je connais bien son couple, donc je dis, j'ai plein d'éléments pour l'aider, on va dire. Plus on connaît la personne, plus on peut l'aider. Et je dis plus on connaît la personne. Pas on connaît la personne, on connaît dans son intériorité la personne, plus on peut l'aider. Et donc, non, je lui dis donc, on va voir on va travailler sur ce que tu es toi-même. Avant de parler de ton couple, avant, parce que ça n'allait pas dans le couple. Ça n'allait plus. Mais elle savait que ça venait d'elle, en fait. Je dis, avant de parler du couple, de quoi que ce soit, on va parler de toi. Et toi, où tu en es, qu'est-ce que tu attends de toi? Je crois, enfin, j'avais compris qu'elle en attendait trop, mais je dis, mais c'est quoi pour toi? Donc, on va prendre un prénom au hasard. Euh, Déborah. Déborah, c'est quoi ta Déborah idéale? Je veux qu'on va travailler sur elle. Alors, elle me dit, ma Déborah idéale, bah, c'est celle qui est apaisée, apaisante pour les autres, qui donne beaucoup, qui est à l'écoute de ses enfants, qui est gentille, qui, qui prend, comment dire, qui prend ses responsabilités, qui se plaint jamais, comment elle m'a dit une phrase qui m'avait fait tilt au moment, mais tout parfait quoi, qui se plaint jamais, bon bref, et je lui dis mais 2 secondes, je ne crois pas que tu mets la barre un peu haut. Elle me dit ben non, c'est ça que je rêve d'être. Donc là on est dans le rêve, je peux dire ce que je veux. Je lui dis oui mais attends, il n'y a personne de parfait non plus là. Là tu es en train de parler de perfection. Personne n'est parfait. Donc en fait, vu que ton image de ce que la meilleure version de toi-même, c'est la perfection, bah, automatiquement, dès que tu te trouves pas parfaite dans la réalité, dès que tu vois que tu as fait une erreur, bah, en fait, tu t'en veux énormément. Donc, tu rentres dans la culpabilité. Donc là, ça y est, à partir du moment où on rentre dans les mauvaises émotions et dans la culpabilité, on se met à hurler, on se met à être tout le contraire de ce qu'on a imaginé de nous. Donc, je lui dis, ça va négater, c'est-à-dire ça va contre ce que tu veux vraiment être.
Et en fait, tu as mis la barre tellement trop haute et tellement haute que en fait, c'est inaccessible et donc, tu es toujours déçu de toi-même. Donc, comme tu es toujours déçu de toi-même, rien ne peut fonctionner en fait. Ça, c'est un. Et deux, tu t'autorises pas le droit à l'erreur. Or, être humain, ça veut dire avoir le droit à l'erreur en fait. Et, 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 et donc, en fait, son être idéal à elle, il était trop élevé pour qu'elle puisse être heureuse. Et là aussi, et être heureuse dans sa réalité. Et quand je vous ai parlé de la confrontation avec la réalité, il faut que je vous parle d'une autre notion, c'est que, en fait, on a notre rêve, là dont je vous parle, la bulle là, de notre rêve, où il y a le pourquoi, d'accord? Et il y a la réalité, ok? Attends, je ne sais pas si vous voyez là, voilà. Plus les deux, donc imaginez deux bulles, d'accord? Réalité, rêve, fantasme, rêve, ce que vous voulez. Plus l'écart est grand, ok? Plus je souffre. D'accord? Donc là, l'écart, par exemple, j'ai pris un prénom hasard, Déborah, avec ce qu'elle avait imaginé d'elle, il était grand de la réalité, parce qu'au quotidien, on ne peut pas ne jamais se plaindre et on ne peut pas être parfait. C'est pas possible. Il y a trop de décimates, il y a trop de défis à relever. Allô, 2 secondes, permets-toi l'erreur, tu vois? Ok. Donc si tu ne te permets pas l'erreur, d'accord? L'écart, il est très, 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 très grand. Donc forcément, le fil, il craque, quoi. Imaginez un fil, ça craque, je souffre, je suis pas bien, je suis mal. Moins l'écart est grand entre mon rêve et ma réalité, ça va, plus je peux gérer. Il faut une petite dose de frustration, ça veut dire il faut qu'il y ait un écart. Pour me permettre d'avancer, pour me permettre de grandir, il faut que je tende à mieux, d'accord? Donc oui, il faut qu'il y ait un écart, mais il ne faut pas un grand écart. Un écart, c'est-à-dire, comment dire, réaliste, d'accord? Et c'est à nous aussi de le déterminer et de temps en temps faire le point avec nous-mêmes. Parce que sinon, encore une fois, je vous dis, plus l'écart est grand, plus on se tire une balle en fait dans le pied parce qu'on est toujours déçus nous-mêmes. Mais en fait, c'est qui a mis ce fantasme-là? C'est nous. Et là où aussi ça se rejoint avec ce que je vous ai dit au début, au début, au milieu, par rapport aux parents et au projet de vie qu'ils ont mis en nous, parfois il a eux le projet. Donc eux, ils nous ont mis le projet là-haut, là-haut, là-haut. Et nous, en fait, on se sent là et on se sent tellement nul par rapport à ce qu'ils ont voulu que ça nous casse. Et du coup, on est toujours mal avec nos parents et toujours mal dans notre vie aussi parce qu'on se dit, oh là là, je ne suis pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Et c'est là où c'est très important de redessiner notre propre projet de vie et se séparer du projet des parents, par exemple. Pas se séparer dans le sens, je me sépare de mes parents, non, du projet des parents. C'est autre chose. Ça veut dire que je prends de la distance avec ce qu'ils ont mis sur moi, sur mes épaules, et peut-être qu'ils me l'ont mis quand j'étais petite, mais eux, ça y est, ça leur a passé, ils sont très fiers de moi. Mais moi, je suis restée dans cette idée-là, ça aussi. J'ai des patients dans ce cas-là. Genre, on reste bloqué dans cette bulle de ma maman, même si j'ai 40 ans, hein, ça ne change rien, parce que j'ai pas cassé le truc émotionnellement. Ah non, non, ma maman, elle attend de moi que je sois comme ça. Mais je suis pas comme ça, je suis une mauvaise personne, donc je me déteste. Donc mon estime de moi, en chute libre. Alors qu'en fait, la maman, ça y est, hein, elle est passée, c'est quand l'enfant était petit, elle attendait des choses, ok, mais maintenant c'est passé. Mais dans l'enfant, enfin l'enfant qui a maintenant 40 ans, c'est pas passé. Et du coup, ça pose des problèmes, évidemment, à la personne, à la maman qui vit tout ça, enfin à la femme qui vit tout ça. Donc, l'idée, c'est aussi de se créer un projet réaliste pour soi, d'accord? Et un être réaliste pour soi. Pas quelque chose de waouh. Donc, quand on a parlé, c'était bien parce que le fait de le dire, même en le disant elle-même, elle s'est dit, ouais, c'est vrai, Et même, dire, quand ça reste dans notre esprit, on ne se rend pas forcément compte des choses. Quand on l'exprime, ça sort de nous et on se dit, même nous-mêmes, ça veut dire, même sans le dire à quelqu'un, même nous-mêmes, on se dit, mais attends, 2 secondes, mais évidemment que c'est pas possible, c'est pas réaliste ce que je dis. Donc, en fait, c'est pas moi le problème. Je veux dire, si des fois je me plains, des fois ça va pas trop, des fois j'ai le droit, enfin, c'est bon, je peux me récupérer mon droit finalement. En fait, en me mettant la barre si haute, je m'enlevais mon droit à l'expression, à la liberté d'être. Donc, j'étais toujours mal. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est important. Et autre notion qui est importante que je vous transmette, c'est ce que nous a transmis un psy dans les années 50, américain, qui s'appelle Eric Berne, qui a, pour vulgariser un peu plus la psychologie et nous aider à mieux la comprendre, il a établi une, je ne sais pas si on peut dire une stratégie, une méthode, comment on dit, ça m'échappe. Une façon de voir l'être humain. Il disait, à l'intérieur de soi, il y a 3 éléments. Il y a le parent, l'adulte et l'enfant. Le parent, c'est celui, donc, on va dire l'adulte est au milieu. Imaginez 3 bulles, là encore, mais 3 bulles différentes, où il y a l'adulte au milieu et l'enfant et le parent. Et en fait, l'adulte, c'est ce qu'on doit le plus être. En fait, l'adulte, c'est celui qui sait peser le pour et le contre, qui sait faire la part des choses, qui sait se faire emporter par les émotions. L'enfant, c'est celui, oui, qui sait s'emporter par les émotions, c'est là où il y a tous les envies, les besoins, les rêves, justement. On en a besoin aussi. Et le parent, c'est celui qui assume les responsabilités, qui veut les assumer, qui est dans le mode obligation, il faut le faire. En chacun d'entre nous, disons,
il y a ces trois éléments-là. C'est comme on pourrait dire, allez, ces trois personnes-là, ces trois parties-là. Et on doit réussir à chaque fois à équilibrer la balance, à pas être trop parent, à pas être trop enfant, mais être l'adulte. L'adulte, c'est vraiment celui qui a un petit peu des deux en lui. Et le rêve, tout ce dont je vous parlais, c'est un petit peu la partie enfant, tout ce que j'imagine pour moi, tout ce que je voudrais, tout ce qui est rêve. Euh, le parent, ce serait la réalité pure, et l'adulte, ce serait celui qui dit, je vais essayer de recoller les deux, en fait, de mettre les deux en perspective et d'essayer d'accepter mon rêve, d'accepter ma réalité et d'en faire bon ménage tous les deux, d'essayer de les faire tous les deux se relier pour créer une réalité qui me convient. Et en réalité, quand on n'arrive pas à assumer nos responsabilités, quand ça nous semble dur, quand, par exemple, on a des enfants en bas âge et ils nous réveillent la nuit, on n'avait pas prévu ça dans notre programme et que ça nous semble vraiment, vraiment très compliqué à gérer, alors dans ces moments-là, on peut avoir un peu le mode enfant qui vient en nous, genre « Oh non, il faut se lever, mais non, pourquoi ça m'arrive? Mais non, mais non, mais non. » Et le mode parent, c'est « Bon, je dois me lever, allez, j'y vais et je me tais. » Mais en fait, je ne suis pas bien, je suis en souffrance. L'adulte serait de dire même pas de dire, mais quelque part de façon automatique aussi, ça c'est vraiment quand c'est intégré, c'est mais je le fais avec joie, je suis content en fait. C'est dur, c'est sûr, c'est dur, mais je la vois même plus la difficulté parce que c'est quelque chose que je dois faire, quoi. Enfin, pas que je dois faire, que j'ai envie de faire, que je veux faire. J'ai voulu donner cette vie, enfin mettre cette vie au monde. Hachem m'a aidé à la mettre au monde, évidemment, enfin, a été avec moi, j'ai donné cette vie. Je le fais, je suis bien avec ça, je suis bien avec mon choix. Et en fait, le fait d'être bien avec son choix, même dans notre intériorité, ça veut dire dans notre inconscient, fait que dans la réalité, je suis bien. Je le vis, mais c'est même plus une difficulté. Et, et on peut y arriver, j'ai envie de vous dire presque, facilement, sans même s'en rendre compte parfois. Et on peut y arriver aussi, à l'inverse, très difficilement parfois. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de notre faculté d'adaptation et d'acceptation. Si je suis dans l'acceptation de certaines situations, eh bien, ça va bien se passer, je ne vais pas me poser de questions. Et puis, il y a certaines situations qui, non, je n'accepte pas ces situations. Et du coup, là, ça devient difficile. Et là, je suis plus en mode parent, genre, allez, je prends la responsabilité parce que je n'ai pas le choix. Mais franchement, ça me saoule. Tu vois, vous voyez, là, ça, c'est, je suis en mode subi. Je subis la situation et pourquoi ça m'arrive et pourquoi. Donc, je vais le faire, mais je vais le faire avec la mort dans l'âme. Encore une fois, nous, le but, c'est qu'on ne le fasse pas dans la mort dans l'âme. Donc, comment on y arrive à sortir de ce mode-là? On se relie au pourquoi et on se relie à notre volonté propre. Pourquoi j'ai voulu être là? Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi je fais ça? Ou même parfois, ça aussi c'est intéressant, on a fixé dans notre fantasme, dans notre rêve, on s'est dit, voilà, je prends un exemple pas bête, mais un peu, mais vous le transposerez dans votre vie à vous, bien sûr. Dans mon rêve, je me voyais médecin. Okay, maintenant, médecin, je n'avais pas prévu quand j'étais enfant que c'est 10 ans d'études, qu'il y a des stages en hôpital à faire, que je ne vais pas dormir de nuit. Mais mon rêve, c'était ça, donc je l'ai fait. Une fois que je le fais, c'est hyper dur. C'est hyper dur à vivre et je me rends compte que je ne suis pas à 100% avec mes enfants parce que je travaille beaucoup, disons. Enfin, voilà. Et j'ai en même temps réussi à me marier et à faire des enfants, mais c'est vraiment pas évident et tout ça. Ok. À ce moment-là, je suis pas bien. Parce que je me dis, ok, je suis obligée d'assumer, mais d'un autre côté, je suis obligée d'être partout et c'est hyper dur. Comment je gère cette idée-là? Bah là aussi, c'est de se dire, mais attends, mon rêve, c'était d'être médecin. Je n'avais pas pris en compte qu'il y avait 10 ans d'études et autant de concessions et de sacrifices à faire. Mais c'est un temps. Ça va pas. Donc là, c'est quoi l'idée? C'est relativisons. C'est un temps, ça dure, ok, 10 ans très dur, mais après, je pourrais décider de mes horaires, je pourrais me mettre en libéral, je pourrais travailler que le matin et pas l'après-midi, j'aurai un statut social qui est quand même pas négligeable, j'aurai un salaire qui va avec. Donc, tout mon rêve va se concrétiser, mais ça met du temps. Pendant 10 ans, je vais galérer. C'est comme ça. Non, je vous ai parlé de médecin parce que je sais que c'est long comme étude, mais il y a plein d'autres choses, évidemment. Ou, je sais pas, je voulais 6 enfants. Ah, mais alors, au début, je rêve, je voyais la grande table avec. Je le voyais déjà, moi, âgée, avec toute ma table remplie de gendres, de petits-enfants, de gendres et de. J'ai que des filles, de gendres et de belles filles, évidemment, mais une grande table avec des grands plats au milieu et moi qui suis là, grand sourire. Voilà, c'était mon rêve. Ouais, mais en fait, j'ai pas vu que derrière, faut les faire les enfants, faut les faire les 6 accouchements, faut pas dormir des nuits pendant longtemps, faut assumer de mettre un peu sa vie professionnelle entre parenthèses. Tout ça, je ne le voyais pas. Moi, tout ce que je voyais, c'était ma grande table. Comment on fait maintenant? Bah, déjà, on se dit, je suis en pleine construction. Donc, le moment de la construction, évidemment qu'il va demander des concessions. Évidemment que ça ne va pas être simple tous les jours. Évidemment que je vais un peu galérer. Mais c'est le prix à payer
pour arriver à mon pourquoi? Est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que je suis prête à payer ce prix ou pas? Si je suis prête à payer ce prix, alors ok, ça va me redonner de l'énergie. Je vais me dire, ok, c'est le prix à payer, je suis ok. Mais c'est important de refaire vous savez, une remise à jour avec soi, en fait. De se dire, mais attends, mon rêve, c'est ça? Ok, là, j'y vais ou pas? Non, je suis en train de l'atteindre. Il faut passer par là pour y arriver. Et sachez-le, hein, enfin, vraiment, prenons conscience de ça tout ensemble. C'est important de savoir que peu importe le rêve que je vais avoir, il va demander des concessions. Il n'y a aucun rêve qui se fait comme ça. Aucun rêve. Il y a forcément des concessions à faire, de la frustration à ressentir, des moments difficiles à passer. Obligatoirement, c'est comme ça que le monde a été créé. D'accord? On ne peut pas arriver, je ne sais pas, à avoir une grande famille ou je sais pas moi, dites-moi n'importe quel rêve que vous avez, vous verrez, vous allez vous dire effectivement, il faut passer par un moment difficile. C'est ce qu'on appelle aussi la période du désert. Et d'ailleurs, c'est ce que nous, d'ailleurs, ça vient peut-être de la Torah, cette expression-là, en psycho, parce que dans la Torah aussi, on nous dit ça. On est sorti d'Égypte, on sort d'esclavage, ce qui est une joie en soi. Mais on sort d'esclavage et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve 40 ans dans le désert. Mais attends, je ne suis pas sortie de l'esclavage pour me retrouver dans le désert, 2 secondes. Je n'étais pas censée retrouver la terre d'Israël, avoir un peuple, faire partie d'un peuple, ça y est, avoir notre propre identité. Là, on était des esclaves, on était que des Hébreux, on ne savait même plus qui on était nous-mêmes, on était exploités, on était maltraités. 2 secondes là, tu nous sors d'Égypte, Hachem, pourquoi tu nous mets dans le désert? Parce qu'il faut d'abord passer cette période pour se reconstruire. Il faut d'abord construire le rêve. Et après, on peut sortir vers Israël. D'accord? Et là, c'est ça l'idée. C'est que dans chaque chose, vous faites un régime, vous voulez perdre 10 kilos. Alors, c'est un sujet qu'on connaît bien, nous, les femmes. 10, allez, 10 kilos. Quoi, tu vas faire comme ça? Je vais regarder le chocolat et je vais lui faire des sourires et lui dire non, toi, je te veux pas. Mais pas du tout, je vais crever devant le chocolat, je vais dire non, je suis obligée de me priver pour avoir le corps que je rêve d'avoir, pour retrouver mon corps de jeune fille, ou presque, peut-être pas exactement, mais il va ressembler un petit peu. Oui, je vais devoir passer par cette période. Si je veux vraiment arriver à ça, il va y avoir ma période de difficulté. Et là, je dois travailler sur l'acceptation des difficultés. Parce que aussi, je pense à notre génération, étant donné que tout est trop facile, très facile et trop facile, alors on oublie qu'il y a un temps de difficulté. On se dit, mais non, mais en 2 secondes, je peux tout avoir. Mais non, 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 faut pas arriver. Si je veux arriver à un vrai résultat, je suis obligée de passer par le dur labeur. C'est comme ça. Donc, cette période de désert, je dois être prête à l'affronter. Et je dois me dire, c'est normal, ça fait partie du process. À Coltob, il fait partie du processus, mais à la fin, je vais arriver à un résultat. Et en fait, c'est cette période de difficulté qui va me rendre fière de moi parce que j'ai été capable de tenir. Quand j'ai résisté au chocolat avec beaucoup de force et d'énergie et que je me suis reliée à mon pourquoi je me résiste à ce chocolat. Parce que quand je suis devant et que je sens son odeur, j'oublie tout. Et j'ai envie de tout oublier. Mais quand je me dis, mais repense à ton rêve. Tu veux être comme ça dans quelques mois. Tu veux arriver, je sais pas, être toute légère, toute bien, toute fraîche. Ok. Donc, tu es obligé de passer par cette période. Donc, je me relie à je veux. C'est pas je dois faire un régime. C'est je veux faire un régime parce que je veux me sentir bien dans ma peau, parce que je veux mettre telle robe pour la bar mitzvah de mon fils, parce que je veux me sentir bien avec moi-même, parce que je veux avoir une bonne santé, parce que je veux pas être essoufflée quand je monte les escaliers. Peu importe la raison, et peut-être toutes ces raisons en même temps, font que ça va me donner la force de surmonter cette période difficile. Mais une fois que je l'aurai passé cette période, je vais être tellement fière de moi, mais tellement fière que, en fait, je vais me nourrir mon estime de moi, je vais être fière de moi, je vais nourrir ma satisfaction personnelle, et ça, personne ne peut nous l'enlever. Ça ne s'achète pas, ça, avec l'argent. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'argent par ça, surtout dans notre génération, mais en fait, les meilleures victoires, c'est pas celles qu'on achète. C'est celles qui vient de notre intériorité. Donc, et ça vient de nos combats intérieurs à nous. Donc, quand je suis capable de me battre avec moi-même pour arriver à quelque chose de bien, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Après, quand j'arrive finalement au résultat escompté, c'est une victoire, mais il n'y a pas de nom, quoi. Il n'y a pas de mots, il y a waouh. Oui, j'ai galéré. Oui, c'était dur. Mais voilà, ça n'a pas de prix. Et maintenant, je suis fière de moi et je me suis surtout construite. Et je m'approche de plus en plus de là où je veux arriver. Donc, je vais pouvoir dormir tranquille, je vais pouvoir avoir conscience tranquille et je vais pouvoir être fière de moi et je vais pouvoir transmettre encore plus de vie à ceux que j'aime et dans ma vie. Et de plus en plus, en fait, il y aura, je pourrais augmenter en grade, on va dire, et je pourrais assumer de plus en plus de responsabilités. Plus, encore une fois, j'en assume. Donc, quand c'est dur d'en assumer, je revois mon pourquoi, je redéfinis mon pourquoi. Je redéfinis aussi les petits pourquoi. J'observe le décalage entre ma réalité et mon rêve, en fait. J'essaye aussi de nettoyer l'écart, comme je vous ai expliqué avec ma patiente qui
s'imaginer devoir être parfaite pour s'accepter. Non, pas besoin. Donc, je revois aussi ma façon mon rêve. Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il est réalisable aussi? Et donc, comme ça, je garde un petit écart entre mon rêve et ma réalité pour pouvoir quand même avoir de la motivation. Et, euh, et là, je vais... Ah oui, et je suis consciente que dans tout le chemin, il va y avoir de la difficulté, ça fait partie du process pour arriver à réaliser mon projet de vie, mon pourquoi. C'est normal qu'il soit là. Et plus je vais aller dans cette direction-là, plus je vais me relier à ma volonté propre, et mieux je vais me sentir. Et plus je vais être alignée, et plus je vais avoir de l'énergie. Et tout ça, quelque part, ça va venir aussi naturellement. Je vais plus devoir me battre pour assumer mes responsabilités. Naturellement, à partir du moment où je suis reliée à mon pourquoi, je suis reliée à ma volonté, et je retrouve ma volonté propre, en fait, mon énergie, elle vient et les questions s'envolent. Elles s'envolent, exactement comme on dit dans la Torah. On dit que quand on arrivera à 120 ans au monde d'après, euh, il n'y aura plus de pourquoi. Là, dans ce monde, on se pose des milliards de questions, des milliards, et surtout avec cette actualité terrible, on se pose des milliards de questions. On dit que quand on va monter, en fait, toutes nos questions, elles vont disparaître d'un coup. Pourquoi? Tout sera clair. On aura toutes les réponses. Vous voyez? Et en fait, j'ai envie de dire, quand on vit sa vie et qu'on est vraiment dans l'intériorité et qu'on est enfin, on est aligné, en fait, on n'a plus de questions. Tout ce que je vous disais au début, il n'y a plus de questions parce que, en fait, je suis tellement. Pourtant, il y a plein de difficultés, ça n'empêche pas les difficultés d'arriver. Mais j'arrive à les gérer, j'arrive à les assumer sans me poser de questions. Pas parce que je suis bête, non, mais parce que je sens l'énergie venir. En fait, elle vient, elle se nourrit d'elle-même. Plus j'assume et je suis en accord avec ce que j'assume, et plus je suis reliée à mon pourquoi, et plus, hop, ça devient logique et ça devient naturel. Et même si c'est dur, je ne le vois même pas. Et je le fais. Et donc, ça s'appelle être aligné, en fait. Et quand je suis alignée aussi, même du ciel, j'ai envie de dire, les choses s'ouvrent. Les événements vont plus dans le bon sens. Enfin, même si je galère un peu, hop, ça s'ouvre. Vous sentez que vous galérez pour ouvrir une porte, mais la porte est finie par s'ouvrir. Vous voyez? Ben ça, c'est quand vraiment je suis dans la bonne direction et que je suis en accord avec ce que je vis et que je sais que c'est en accord avec mes valeurs aussi et que je sais que c'est en accord avec ce que je voulais vivre. Et, et là, tout se relie. Donc, ce n'est pas le degré de la difficulté qui va m'empêcher d'avancer. C'est le degré d'acceptation de moi avec mon histoire de vie et avec ce que je suis en train de vivre qui va m'aider ou pas à assumer mes responsabilités. Voilà, j'espère que ça a été clair, parce que je suis partie dans pas mal de notions en même temps. Mais j'ai essayé de gommer les difficultés et de l'expliquer. Donc, vous me direz si ça vous a apporté et si ça vous a parlé, bien entendu. Et Bezrat Hachem, qu'on ait tout le mérite d'être relié à notre pourquoi. Et encore une dernière chose, plus on est relié aussi à notre pourquoi, avec le moins de bugs possible, et plus, comment vous dire, plus l'actualité qui est terrible, va nous atteindre, mais ne va pas nous casser. Va nous aider même à prier, va nous aider à espérer encore malgré tout, mais elle ne va pas détruire notre être et elle ne va pas détruire notre vie dans l'individualité. Et pour créer un peuple fort, je vous l'ai souvent dit, mais pour créer un peuple, enfin pour celles qui suivent mes cours, pour créer un peuple fort, on a besoin de créer une cellule familiale forte, parce qu'un peuple, c'est l'ensemble de plusieurs cellules. Et pour créer une cellule familiale forte, il faut un couple fort. Pour créer un couple fort, il faut une femme forte, un homme fort. Ça veut dire quoi un homme et une femme forte? C'est pas Monsieur Hulk, mais au niveau du mental, oui, on doit être fort. Pour être fort, on doit être relié à notre pourquoi, on doit être relié à notre volonté et à la volonté divine. Et plus on le sera, et vraiment, plus on crée de la bonne énergie, plus nos enfants sont pleins d'énergie, et plus ça contamine, enfin, on peut rallumer les lumières. Il y a beaucoup d'obscurité autour de nous, mais elle ne doit pas nous atteindre, elle ne doit pas rentrer en nous. Elle doit rester à l'extérieur et on doit la repousser, comme disait le Rabbi. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, mais c'est réel. Nous, on est tous des phares, en fait. On se doit d'être un transmetteur de lumière, on se doit de transmettre et surtout de ne pas se laisser assombrir. C'est vrai que c'est très dur ce qu'on vit. Elle m'a guide, c'est très, très, très dur. Il n'y a même pas de mots, en fait. C'est une douleur énorme, incommensurable. Mais plus on va être nettoyé, enfin, de l'intérieur, on va être lumineux, plus même si on pleure, on reste lumineux, en fait. On pleure, on crie à Hachem de nous sauver, de nous aider, de rallumer les lumières, mais on doit se charger de la rallumer aussi. On est un transmetteur de lumière, on porte la lumière divine en nous, et plus on va la rallumer, justement, ça semble peut-être chitri, enfin, on va dire quoi, juste en assumant mes responsabilités, je vais rallumer les lumières, bah oui, c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Et lui, il va faire le reste, mais il a besoin de plein de lumière, en fait, sur la Terre.
Et nous, on doit l'être, on doit agir en ce sens. Et quand on assume ses responsabilités, et quand on est relié à notre pourquoi, et quand on est dans la bonne volonté, eh ben, c'est une façon de rallumer la lumière, quand on est aligné, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Et ce rôle-là, c'est Hachem en fait qui nous le détermine à l'avance. On dit qu'on le détermine avant de descendre sur Terre. Donc plus on va être dans notre rôle, et plus on va faire ce qu'on attend de nous, et plus les lumières vont se rallumer aussi, et plus l'obscurité va être repoussée. Donc même si c'est vrai, malheureusement, on voit beaucoup d'obscurité autour de nous, elle ne doit pas rentrer en nous, on ne doit pas se laisser envahir par elle, et on doit réussir à se relier à notre pourquoi et allumer, allumer, allumer. Ça, c'est notre rôle. Le reste, il faut se dire, ce n'est pas dans nos mains. Bien sûr, je pleure et Rabek, j'entoure de toutes mes forces enfin, tous ceux qui vivent des drames et tous les drames de mes frères, c'est les drames aussi à moi. Mais je ne dois pas me laisser écraser, casser. Non, je dois continuer au contraire. Ça doit me donner de l'énergie et me relier encore plus à mon pourquoi, à me dire, je dois lutter, je dois lutter. Ceux qui sont là et sur Terre, mais ils ont une mission encore plus grande pour ceux aussi qui sont partis trop tôt de de vivre, quoi, de vivre 100 fois plus intensément pour tous ceux qui sont partis, au nom de tous ceux qui sont partis. Et Bezrat Hashem, on y croit fort et on le sait vraiment, parce que nous, on l'a vécu dans notre histoire, la lumière va se rallumer et la lumière va gagner sur l'obscurité. Bezrat Hashem, Amen, Kenny Ratson, qu'on soit de plus en plus de lumière, qu'on soit tous dans la lumière pour pouvoir éteindre et repousser toute l'obscurité de ce monde. Amen. Voilà. J'espère que Élodie est là, que ça vous a apporté. Oui, oui, je suis là, Myriam. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas s'il y a des questions. Est-ce que, mesdames, vous avez des questions? Je vais, je vais réactiver les micros. Bon, bah, apparemment, il n'y a pas de questions. On t'entend pas, Myriam. Il faut que tu réactives ton micro. Alors, attends. Ah, Ah, voilà, c'est bon. Donc, c'est bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, merci beaucoup pour avec cette plaisir. excellente conférence. Avec plaisir. À- Merci d'avoir invité. Merci. À très bientôt, Bezrat Hachem. Et bonsoir à toutes. Des bonnes Merci. nouvelles, si Dieu veut. Au revoir.